Actuellement, on peut avoir une idée est-ce que vous avez des chiffres au niveau de CEPIAD en termes de consommation de drogue? Mais bien sûr, il y a des chiffres, les chiffres sont disponibles. Hein. Ouais. Les tranches d'âge les plus élevées, c'est les 25-30 ans. Oui. En deuxième position, c'est les 15. Les 15 ans. Oui, les 15 ans, on a des moins de 15 ans. On parle d'extrêmes. Les extrêmes, ça peut aller jusqu'à 9 ans, 10 ans. Des consommateurs à 9 ans. 9 ans. Mais qu'est-ce qu'ils consomment, ces enfants? Bon, les drogues, vous savez, il y en a plusieurs. Le tabac, c'est quelque chose que les jeunes consomment très, très tôt. Hein. Supposons un parent qui fume et qui envoie son enfant, lui dit, bon, va m'acheter à la boutique. Oui. Le tabac. C'est de la drogue licite, comme on dit. Voilà, c'est licite, c'est de la drogue. Le tabac fait beaucoup plus de ravages que le cannabis. Ouais. Donc vous Sur le avez plan sanitaire. 25-30 ans, c'est la tranche d'âge qui consomme La plus représentée, c'est les 25, 30 ans. 35, 30-35. Oui. En deuxième position, ce sont les 15, 25 ans. Oui. Et après, vous avez les 35, 40 ans. D'accord. On a des consommateurs qui ont plus de 80 ans. D'accord. On a des extrêmes, hein, ça va de 9, 10 à 80 ans, ou même plus. Donc, c'est-à-dire que c'est très difficile de parler de drogue. Qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Moi, je pense que c'est bien qu'on revienne sur ça. Oui. C'est quoi une drogue Oui. en tant que telle? Oui. Voyez en Sur anglais. le mot et sa signification. Parce Oui. que vous avez parlé tout à l'heure d'addiction au smartphone. On parle d'hyperconnexion. Oui. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Oui. Professeur Pape-Ladike Diouf a parlé tout à l'heure de l'addiction aux médicaments. Et j'ai tout de suite pensé au tramadol. L'addiction aux médicaments, notamment le tramadol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement? Ben, le tramadol, c'est un opioïde. Hein. Le tramadol, c'est comme l'héroïne, hein. C'est un opioïde. Vous savez, en matière d'antalgique, il y a des paliers. Il y a les paliers 1, aspirine, paracétamol, etc. Il y a le palier 2, Oui. qui sont les opioïdes, tramadol, etc., etc. Et puis il y a le palier 3, qui est l'héroïne. Hein? D'accord. Voilà. Ou la morphine, Oui. etc. Quand on prescrit des antalgiques, on doit tenir compte de ça. Oui. Mais maintenant, on voit des gens qui ne passent pas par ces paliers, Oui. qui sautent parce qu'on lui a dit que, par exemple, moi, en tout cas, quand j'ai des maux de tête, le tramadol, ça marche. Oui. Parce que c'est pour jamais calmer des douleurs, comme la morphine. Vous le prenez, mais ça éradique la douleur, c'est spectaculaire. Vous avez tendance à le reprendre. Surtout ceux qui font des crises drépano. Par exemple, nous, on a beaucoup de cas de drépanocytose. C'est pourquoi j'aime bien l'expression de Pape Ladike, hein, qui disait que personne n'est à l'abri. Oui. Nous, on a des gens qu'on a mis dans le programme méthadone, et pourtant, ce n'est pas des consommateurs de drogue. C'est des quoi gens qui ont été addicts au tramadol. C'est quoi le programme méthadone? C'est un programme de traitement de substitution. D'accord. C'est-à-dire que les gens qui ont une dépendance sévère à l'héroïne, il y a un médicament de substitution. Il y a 2 médicaments de substitution pour l'héroïne, ou les opiacés, ou les opioïdes. Vous avez la méthadone, qui est un produit de synthèse. Vous avez aussi la buprenorphine. D'accord. Il y a 2 médicaments. C'est-à-dire que c'est ça l'avantage aussi pour l'héroïne. C'est ceux qui font une dépendance à l'héroïne. Par contre, pour ceux qui ont une dépendance à la cocaïne, il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas de médicaments de substitution. Donc la prise en charge est beaucoup plus complexe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais la prise en charge est possible, bien sûr, mais c'est basé sur la psychothérapie, sur les psychothérapies, etc. C'est pourquoi les gens, c'est comme les addictions au jeu, etc., etc. Il n'y a pas de médicaments de substitution. Pour le tabac, il y a des médicaments de substitution. Et ces médicaments de substitution, c'est pour créer un effet placebo? Non, du tout. Ça remplace le produit. Remplace carrément le produit. Ça remplace carrément le produit. C'est pourquoi les gens disaient que c'est substituer une drogue par une drogue. Mais à l'inverse, la méthadone, c'est un médicament. Parce que nous considérons l'addiction comme une maladie chronique. Très bien. Comme le diabète, comme l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui est diabétique, on le met sous antidiabétique, que ça soit injectable ou oral, mais il le prend à vie. S'il ne le prend pas, il va rechuter. Quelqu'un qui a l'hypertension, on le met sous antihypertenseur. S'il l'arrête, il va rechuter. Il va y avoir des complications. Donc, eh bien, quelqu'un qui a une addiction, on le met sous traitement de substitution.
il doit le prendre à vie. À vie. Ouais. Ouais, ouais. On Parce va... que c'est le cerveau, il est vulnérable, dès qu'il l'arrête, il va rechuter, il va retourner à la consommation. Ouais, c'est pour ça que vous avez, vous, comme vous dites, des patients qui ont plus de Ouais. 80 ans. Absolument. Ouais. On va terminer avec donc un appel, un mot d'espoir ou un appel à l'action. Professeur Ladike Diouf, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Ben, généralement, je dirais d'abord merci pour toucher ce sujet-là. Moi, c'est ce que j'attends beaucoup de nos médias, parce que le média aujourd'hui est l'un des éducateurs les plus puissants, je dirais, et puis aussi de parler aux sachants. C'est important sur ces questions-là. Des personnes qui sont sur le terrain puis qui travaillent. Et j'aimerais voir aussi de plus en plus, quand on va plus travailler sur la stigmatisation, que ce qu'on appelle les lived experience. Des gens qui ont vécu, qui sont passés par là, ou le living experience, ces gens-là que leur voix puisse être entendue également, ça serait extrêmement important. Sans qu'il y ait de la honte et de la stigmatisation autour, ça permettrait aux gens de mieux comprendre la réalité selon ceux qui le vivent. Et je pense que l'important, c'est de comprendre que, et j'aime bien le parallèle que le professeur Idrissa vient de faire, on ne dit pas à quelqu'un qui est diabétique, tu vas arrêter ton diabète aujourd'hui. De la même façon, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a une dépendance chronique que demain, tu vas guérir. Ce n'est pas possible. Alors, et les études montrent qu'environ 25% des dépendants chroniques s'en sortent dans la vie. Parce que ça veut dire qu'ils arrêtent carrément. Parce qu'il y a la question de la rechute, il l'a dit tantôt. Mais les rechutes ne se ressemblent pas. D'accord? Quelqu'un peut faire une rechute d'une journée, une grosse rechute, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie, etc. Quelqu'un peut faire une rechute de 3 à 4 ou 6 mois, dépendamment. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas aussi d'âge, effectivement. Mais il y a des conséquences au niveau physique. Il y a des conséquences au niveau biologique, psychologique. Il y a des conséquences au niveau social. Moi, ce que je lance comme appel, parce que, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de travailler ici au Canada et d'avoir aidé le modèle Smart Recovery au Canada, en français, avec mon équipe. Aujourd'hui, je suis représentant international en français de ce modèle-là. Mais c'est un modèle qui est beaucoup basé sur la capacité de nos pays en termes économiques. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est accessible. Et comme le professeur Idrissa disait tantôt, on peut